et lisez-le, parce qu'on en a besoin, on a besoin de ça. Je remercie aussi, bien sûr, le Petit Journal, Madame Magazine, Dubaï Madame, d'être présent aussi aujourd'hui et de favoriser en ce jour de la francophonie, le 20 mars, c'est le jour international de la francophonie, d'être présent parmi nous. Aujourd'hui, 275 millions de personnes aujourd'hui fêtent avec nous cette journée. Merci à tous, merci aux membres du conseil d'administration de l'Alliance, je le répéterai jamais assez. Merci à ce conseil d'administration d'avoir pu faire tout ce renouvellement de l'Alliance française que vous voyez depuis maintenant 2 ans. Nous terminons cette année avec ce magnifique amphithéâtre, cet auditorium entièrement numérisé, Dolby. Si vous ne savez pas quoi faire le mardi soir, nous avons un film quasiment en sortie, presque en sortie simultanée par rapport à la France, quelques jours, quelques semaines. Nous avons aussi signé, vous le savez, cette année, avec la Comédie Française, un accord, et donc nous projetons les premières de la Comédie Française, là aussi à quelques jours, parce qu'on ne peut pas les projeter en simultané, avec l'horaire, mais on les projette à quelques jours d'intervalle. Voilà, ça sera la semaine prochaine, le 27 mars, si ma mémoire est bonne, et le 28 mars, évidemment, il y a la première de la pièce de théâtre de notre ami Morgane Gauvin. Je vous conseille là aussi de venir, c'est une belle performance en ce printemps féminin, comme nous l'avons appelé cette année. Merci Tahar d'être parmi nous, merci de votre temps, merci de ce livre magnifique que vous venez d'écrire sur cette jeunesse, qui me rappelle beaucoup de choses aussi, parce que je suis de cette partie de la Méditerranée. Et je vous laisse discuter de peinture, d'humanisme et de francophonie, même si je sais que le mot francophonie n'est pas celui que vous préférez, mais l'Alliance française en tout cas est là pour la promouvoir. Merci à tous et bon moment. Et merci à Guillaume Cuiry de venir avec nous aujourd'hui. Merci d'éteindre vos portables. C'est plus simple. Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est un honneur de recevoir aujourd'hui Tahar Benjelloun. Un grand plaisir évidemment pour une journaliste, mais je pense un grand plaisir aussi pour vous. Et j'espère qu'on va pouvoir découvrir aujourd'hui différentes facettes de votre personne, parce que vous êtes quelqu'un de riche, quelqu'un qui apporte énormément à la littérature, à l'art, à la langue française. Vous êtes né en 1947 à Fès au Maroc. J'aimerais qu'on parle de ça justement parce que votre date de naissance finalement, 44, 47. Alors, bonjour et ravi d'être en compagnie. Comme d'habitude, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ce sont les femmes qui lisent, quelques autres lisent, mais je suis pas là. En tout cas, grâce aux lectrices, la littérature se porte bien. Alors, mon histoire de naissance est un peu absurde. Moi, je n'ai pas ma date de naissance exacte. Mon père avait un registre, il avait marqué la date de naissance avec la date égérienne du musulman. Et après, on l'a converti avec mon frère, on a trouvé cette date-là. Sauf que, sur tous mes papiers, je suis né en 1944. Or, quand je parlais avec ma mère, je lui dis, je suis né quand? Elle me dit, tu es né un jeudi à 10h. Oui, mais c'était quelle année? Comment ça? Il faisait très froid. Alors, je dis très froid, ouais, décembre, à Fès. Donc, décembre, janvier, bon. Et il a dit, c'est quoi? Il dit, ah non, ah oui, la guerre, il n'y avait plus la guerre, mais on n'avait plus besoin de bons pour acheter la farine et l'huile. Donc, je me suis dit, ça doit être 45, 46. Donc, déjà, je tâtonne comme ça, et jusqu'à ce que je me fasse le calcul, et je suis né le 15 décembre 47. Et pourquoi il y a 44 sur tous mes papiers? Parce qu'à l'époque, on avait l'école franco-marocaine des fils de notables. C'est extraordinaire, ça, il n'y a que les Français pour trouver ça. Les fils de notables. Et j'étais à l'école coranique, j'avais 4 ans, 5 ans. Et
Et mon père voyait bien que je ne prenais rien dans cette école. Alors, il voulait que je rejoigne l'école franco-marocaine avec mon frère. Or, j'ai 2 ans de différence avec mon frère. Et donc, à l'époque, au Maroc, dans les années 40, 50, il n'y avait pas d'état civil. Alors, il est allé chez le Moukhaddem, le chef du village, il a fait un bout de papier, il est en 44. Il m'a vieilli pour rejoindre mon frère qui était à l'école. Je me retrouve à avoir fait toute ma scolarité jusqu'au bac avec mon frangin qui avait 2 ans de plus que moi. Donc, tout ça milite pour dire que la date 44 qui est sur mon passeport est fausse. Mais il y a une autre histoire à propos de date fausse. En 68, j'étais libéré du camp disciplinaire en janvier 68 et en janvier, j'ai terminé ma licence des philo en juin 68 et en octobre 68, j'étais affecté comme prof de philo dans un lycée à Tétouan. C'était la première fois que j'enseigne la philo. Et j'arrive à Tétouan, qui est une ville très traditionnaliste, très fermée, très jolie ville. Et alors, je me suis dit maintenant que je suis un professeur, que je travaille avec l'État, que j'ai un salaire, je vais demander un passeport. À l'époque, avoir un passeport au Maroc, c'est comme aujourd'hui avoir un jet privé. Du même genre. Alors, je vais au mois d'octobre déposer tous les documents pour avoir mon passeport avec bien sûr l'appui du proviseur, l'aide de recommandation de machin, là. Et j'ai passé toute l'année à attendre mon passeport. Et au mois de juin, je reçois une lettre pour dire vous pouvez passer prendre votre passeport. Et c'était un jour de joie. Alors j'arrive chez un petit fonctionnaire aux cheveux gras et plein de petites pelures sur l'épaule, classique comme dans le cinéma néo-réaliste italien. Et il me donne le passeport. Alors, je l'ouvre, je sursaute. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, tout va bien. Je mets mon passeport dans la poche et je sors. Il n'y avait que des erreurs. Alors, le nom n'était pas bon. J'avais Benjeloun, mais écrit de façon spéciale. Il m'a ajouté Hussein, comme ça. C'est sympa d'ajouter à Hussein. J'avais des papiers comme quoi j'étais né en 44, il a mis 43, comme ça. Et puis, bref, il y avait des erreurs monumentales. Alors, je me suis dit, je n'ai pas beaucoup de choix. Ou bien je vais vivre avec un vrai faux passeport, ou alors je le remets, je le rentre, et je suis parti pour 2 ou 3 ans d'attente. Alors j'ai vécu avec un faux passeport jusqu'en pratiquement 1990, lorsque j'ai décidé de devenir français. Alors, évidemment, quand j'ai accepté de demander la nationalité française, il fallait leur donner des choses sérieuses. Et j'ai pas pu leur donner la vraie date de naissance ni la fausse, mais quand même j'ai rectifié tout ça. Mais j'ai toujours mon permis de conduire avec ce nom, Hussein. Donc voilà. Voilà, c'est ce qui explique sa date de naissance un peu. Bon, je dis maintenant en 47. Après tout, je me dis 47 ou 44 ou 50, il n'y a pas beaucoup de différence. Non? Bon, très bien. Mais parfois mes genoux ne sont pas d'accord. Quelqu'un l'autre jour m'a dit, tu sais l'histoire de l'âge et tout ça, c'est dans la tête. Hein. Essayer de monter les marches. Enfin bon. Alors. Vous nous avez parlé de l'école que vous avez fréquentée au Maroc. Vous rentrez à l'université de Tanger où vous devenez professeur. Vous avez étudié la philosophie. On va revenir sur cette période un peu plus tard quand on va parler de votre dernier livre. En 71, vous publiez votre premier recueil de poèmes. C'est au Maroc, oui. Donc, qui s'appelle
Homme d'un seul de seul silence. Oui. C'était ce premier, en fait, recueil de poèmes, c'est ce que vous aviez écrit pendant la captivité. Oui, la plupart des textes avaient déjà été rédigés en cachette dans le camp de redressement militaire. Et quand je suis sorti, j'avais tout ça, alors j'ai mis ça en ordre et j'avais donné à un ami, qui l'a donné à un autre ami, qui est publié dans la revue Soud, qui était à l'époque la revue vraiment d'avant-garde de la littérature maghrébine. Et donc cette même année, démarre en fait l'arabisation de l'enseignement de la philosophie au Maroc. Enfin, elle démarre, j'étais prof de philo, et moi j'adorais faire la philo parce que je suis un passionné des concepts philosophiques, tout ça, et j'aime transmettre. Je crois avoir été un bon prof. Et un jour, l'année 71 a été horrible parce qu'il y avait beaucoup de manifestations, beaucoup de grèves des étudiants, des lycéens, tout ça. Et la police rentrait jusqu'à l'intérieur du lycée pour tabasser les élèves. C'était horrible. Et un jour, j'écoute les informations, moi c'était au mois de juin, le ministre de l'Intérieur a décidé que dorénavant, l'enseignement de la philosophie sera remplacé par la pensée islamique en arabe. Et j'ai rien contre la pensée islamique en arabe, mais je n'ai pas été formé pour ça. Donc j'ai démissionné, je m'en vais. J'avais un contrat avec l'État parce que l'État avait financé mes études, parce que les parents n'avaient pas de moyens de me financer mes études. Et je me trouve donc en conflit avec l'État. Je dis, moi, je n'ai pas été formé pour ça et je suis parti donc en France. Voilà, et donc là, vous décidez de venir en France. Oui, ça a été une bonne chose. Ça fait une sacrée décision quand même. Oui, mais en même temps, je ne pouvais pas. Il y en a d'autres copains qui ont accepté d'enseigner la pensée islamique. C'est une catastrophe parce que enseigner la pensée islamique est une chose, mais enseigner que la pensée islamique, c'est dramatique. Et j'ai appris l'année dernière par pur hasard que l'actuel roi du Maroc, Mohamed VI, avait subi le même préjudice parce que au Collège Royal de Rabat, il suivait l'enseignement public. Et lui aussi a été privé de cours de philosophie. Et il m'a dit que lui, toute la philosophie, il l'a apprise tout seul. C'est-à-dire en lisant, en essayant, parce qu'il n'avait pas de philosophie à l'époque. D'accord. Et quand vous arrivez en France, en fait, vous reprenez les études et vous entamez des études de psychologie. Alors j'avais déjà mon CAPES de philosophie. J'aurais fait une agrègue à l'époque, mais les conditions psychologiques, politiques ne m'aidaient pas. Très vite, je me suis trouvé dans une... Alors ça s'est mélangé entre ma volonté de militer utile pour les travailleurs immigrés marocains en France, et puis le fait de faire des études. Et alors j'allais tout le week-end avec 3 ou 4 étudiants. J'étais communiste, moi j'étais ni communiste ni socialiste, j'étais tout simplement moi-même. Et on donnait des cours d'alphabétisation aux immigrés. Et alors on arrivait, on trouvait que des hommes, pas de femmes, dans des sites de transit horribles. Comment est-ce possible que, à l'époque on ne parlait pas d'immigration, comment est-ce possible que la France laisse faire ça, ces hommes qui travaillent, vivent dans des conditions précaires, dans des cités de transit où il faisait très froid l'hiver et très chaud l'hiver. Enfin c'était horrible. Et les cours de l'alphabétisation se sont transformés petit à petit en cours de consultation. On commence à nous dire, voilà, j'ai mal ici, est-ce que tu peux m'indiquer un médecin? Ah, je ne dors plus, est-ce que tu peux faire ici? Ah, l'autre jour, je suis allé voir une femme de mauvaise vie, elle m'a passé une sorte de prix, qu'est-ce que je dois faire? Alors tous ces gens, ils venaient vers nous pour, bien sûr, apprendre un petit peu l'écriture, mais en même temps, pour qu'on les aide dans leurs problèmes réels. Et j'ai fait donc ma thèse de doctorat sur les problèmes affectifs et sexuels des travailleurs nord-africains en France. C'est-à-dire que j'ai passé 3 ans dans un hôpital de jour où je recevais tous ces immigrés qui venaient consulter pour des problèmes de ce type. Là, vous obtenez votre doctorat en psychiatrie sociale. On est en 1975. 75, oui. Et parallèlement à ces études, parallèlement à ce travail social, vous écrivez dans le Monde. Ah ben ça, il fallait vivre. Alors j'ai eu la chance de tomber sur des gens
formidables qui m'ont ouvert les portes de ce journal, qui avait à l'époque une importance énorme, extraordinaire, qui ne l'a plus aujourd'hui, et qui était pour moi non seulement une ouverture, mais aussi une aide pour que je puisse me faire connaître. Et j'ai travaillé énormément. J'ai fait beaucoup de reportages à l'époque dans les Proche-Orient. J'ai fait énormément de papiers sur cette région. Et je crois avoir connu le désert de Dubaï, où il n'y avait pas de Dubaï, il y avait que le désert. Il y a 40 ans, il y avait quelque chose. Et donc, je suis venu ici dans les années 70 pour faire beaucoup de... Je restais longtemps. Alors à l'époque, je disais au directeur du Monde, vous n'allez pas financer tout, je me débrouille, je vais chez les amis, tout ça. Et il était très content parce qu'il avait pas beaucoup d'argent. Et le pays l'avion, moi je me débrouillais après. Et j'ai fait une série de papiers comme ça. Et le reportage qui a eu le plus de bruit à l'époque, ça a été le premier reportage sur le pèlerinage à la Mecque. C'était en janvier 1975. J'avais passé un mois et demi à la Mecque. En tant que pèlerin laïque. Ça n'existe pas, mais disons, j'étais là à faire le pèlerinage, mais en même temps avec un œil critique. Et j'ai raconté tout ce que j'ai vécu. Et ça a été pour moi la fermeture définitive de tous les pays musulmans de l'époque. Je ne pouvais plus aller dans tous ces pays parce que j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire. Je n'ai pas touché le Coran, les choses sacrées, mais j'ai touché la manière dont l'islam était déjà dévoyé, détourné, utilisé. Vous êtes un homme engagé ou impliqué? Impliqué, oui, mais je ne suis jamais été dans un parti politique, mais je suis un écrivain. Il doit quand même être dans la cité, il faut descendre dans la rue, voir comment les gens vivent. Et c'est vrai que les hommes politiques qui échouent sont les hommes politiques qui ne connaissent pas la vie. Et l'autre jour, Bernard Pivot disait dans une émission, les hommes politiques devraient lire des romans, pas que des livres d'économie. Parce que le roman, c'est la vie privée des nations, comme disait Balzac. Le roman, le romancier, il fouille la société, il va vraiment dans les tréfonds, dans les endroits secrets, cachés. Et le romancier, il donne à la société son identité et son image réelle. C'est pas un livre d'économie, des statistiques, il devient périmé avec le temps. Si la bourse monte ou descend, les chiffres ne sont plus valables. Alors que l'âme humaine, quand il souffre, elle est toujours la même. D'ailleurs, votre écriture, c'est très très prolifique. Vous écrivez énormément de romans. On ne va pas tous les citer parce qu'il y en a. Non, ils vont s'endormir. Mais parmi ces romans, quel roman? La liste est longue, mais L'écrivain public en 83, L'Enfant de sable en 85, qui est un succès phénoménal. Et tout de suite derrière, en 87, la suite de L'Enfant de sable, La Nuit Sacrée. La Nuit Sacrée, qui est... Alors le livre L'Enfant de sable, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre qui s'appelle L'Enfant de sable, c'est comme ça, mais la vie qui est comme ça. Et je le rencontre, c'était au moment où Mitterrand venait d'arriver au pouvoir, et Jacques Lang invitait énormément d'intellectuels américains, tout ça. Et il y avait une féministe américaine très connue qui était invitée, et tout le hasard, je me suis trouvé à côté d'elle dans un déjeuner. Et moi, je n'aimais pas beaucoup cette féministe parce qu'elle était un peu sèche, un peu sans nuance. Je lui ai dit, vous savez, j'ai envie d'être féministe, mais quand je vous rencontre, je fais un peu marche arrière. J'ai commencé à rigoler, il dit quoi, vous rêvez, alors comment vous allez faire? Il dit, de toute façon, vous n'êtes pas capable de parler de la femme. Je dis, non, moi je parlais de moi. Ah oui, d'accord. Et je me suis dit, je vais finalement écrire un roman, pas direct, mais indirect. Et c'est là où j'ai imaginé l'histoire de la naissance de cette pauvre fille, la 8e d'une famille, que le père va prendre comme un garçon, va décider qu'elle sera un garçon, quelle que soit sa sexualité. Et ce détournement d'identité et de sexualité va avoir des répercussions telles que, évidemment, ça va bouleverser toute la famille.
Et après, il y a eu la suite, c'est-à-dire la libération de cette femme. Et ainsi, moi, je pense avoir participé au mouvement féministe par ces 2 livres qui ont joué un rôle, parce que c'est à tel point que je me souviens, lorsque la version allemande était parue, il y a eu un article à la presse pour dire ce livre écrit par une femme qui n'ose pas dire son nom et qui signe par un nom d'un homme. J'avais pas rectifié, dit oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Et alors, la nuit sacrée, en 87, devient prix Goncourt. Et là, le prix Goncourt, c'est une institution. Donc, qu'est-ce que ça représentait pour vous? Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Comment vous avez accueilli ça? C'est une bonne claque, c'est pas mal. C'est-à-dire que, d'abord, on sent que, bon, il y a d'abord une sélection, tout ça, on attend, tout ça. Et puis on ne sait pas du tout comment les choses se passent. Et à l'époque, il y avait pas mal de combines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On ne savait pas très bien si les combines allaient marcher ou pas. Enfin bref, c'est arrivé, et ça a été un bouleversement total. Dans tous les sens du mot, bouleversement dans ma vie, bouleversement dans l'institution classique des Goncourt, parce que c'est la première fois qu'il s'est penché sur un métèque qui n'était même pas français, il n'était pas encore français à l'époque. Il donnait le Goncourt à un écrivain qui écrivait en français, mais qui n'était pas de souche, comme on dirait aujourd'hui. Et ça a été un élément fantastique, ça a ouvert la porte à beaucoup d'autres écrivains maghrébins et africains. Et ça, c'était le début d'une aventure extraordinaire, parce que le livre a été traduit dans 45 langues, et évidemment, ça a donné une impulsion énorme au prix lui-même. Et aujourd'hui, vous êtes membre de l'Académie Goncourt. Aujourd'hui, je suis membre de l'Académie Goncourt, sauf qu'il faut que je le précise. Comme je disais, il y avait une époque, il y avait des magouilles. C'est pas du tout une formule. Il y avait des magouilles. Mais là, nous sommes 10, nous sommes tellement vertueux que nous sommes chiants. On est alors là d'une vertu, alors avec Bernard Pivot qui est président, alors là, vous vous rendez compte vous savez, après l'attribution du prix Goncourt à l'écrivain, nous on s'en fout d'éditeurs. Et puis, 15 jours après, on reçoit chacun une caisse de bon vin, tout ça. La corruption, ça aurait été avant sur la corruption, après c'est un remerciement. Pas du tout, M. Pivot a renvoyé la caisse de vin, moi on ne m'achète pas. Moi je n'ai pas renvoyé. Mais je ne suis pas seul. Mais je pourrais dire un peu le climat dans lequel on travaille. Nous lisons énormément, mais on lit vraiment. Hein. Et Pivot est un lecteur avec un crayon. Alors, comme lui, moi je ne peux pas lire au lit avant de dormir. Si je dis, oh, là, c'est pas possible. Je lis seulement debout, assis sur une chaise, pas confortable, pour rester éveillé dans le livre quand le livre est emmerdant. Et donc, on lit et on fait, et on correspond dans tous les juin, juillet, août, on s'envoie des comptes rendus de lecture pour dire, bon, ben, le dernier livre de Guillaume Cuny est excellent, c'est une découverte extraordinaire, c'est formidable. Et l'autre qui me dit, mais pas du tout, mais ça m'a tombé des mains. Alors, on passe l'été à correspondre, ou alors parfois il dit, mais je viens de découvrir C'est arrivé d'ailleurs avec Joël Dicker, je me souviens, c'était François Chalanaga. Un jour, je reçois un mail, Françoise, il dit précipite-toi sur le gros bouquin d'un type qui s'appelle Joël Dicker et tu vas voir, c'est extraordinaire. Alors, c'était l'été, j'ai commencé à lire et c'est vrai, je n'ai pas lâché. J'ai dit, mais je me méfie, c'est pas possible, un gamin de 25 ans, 26 ans, qui est écrit comme un Américain, ça doit être un livre, un manuscrit américain volé qu'il a traduit. J'étais très méfiant. Et en fait, nous l'avons lancé parce que nous l'avions mis dans la première sélection, qui est la plus importante, la sélection des 15. Et là, c'est elle qui va au lycéen, au concours lycéen. Il y a eu le concours lycéen qui, cette année, avait dépassé en vente le concours de nôtre. Et c'est devenu un écrivain maintenant culte, tout le monde l'achète.
il est numéro 1 partout. C'est un phénomène. Parfois, il y a ça, parfois, on peut se tromper. Mais en général, on travaille tellement et on lit beaucoup, et on n'est pas aimé des critiques, parce que sont bizarres, les critiques. Ils veulent que nous choisissons leur choix. Voilà. Et vous êtes l'écrivain francophone le plus traduit au monde. Mais je pense que maintenant, les Slimani m'a dépassé. Peut-être. Parce qu'elle est femme. En fait, non, à la fois La Nuit Sacrée et L'Enfant de Sable ont été traduits en 43 langues. C'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir avoir une visibilité dans autant de pays, de pouvoir être lu par autant de monde. D'ailleurs, vous allez à la rencontre de vos lecteurs un petit peu partout dans le monde. Oui, j'ai fait un tourisme très spécial. Un représentant de commerce avec un seul bouquin. Vous avez l'occasion justement de fréquenter l'Alliance française dans vos voyages? Oui, c'est pas mal. Ils sont très actifs. Vous avez écrit un très beau texte sur l'Alliance française pour leur 35 ans. Oui, parce que je connais ce qu'est cette alliance, le travail qu'elle fait un peu partout dans le monde, évidemment à divers niveaux, parce qu'il y en a qui sont plus passionnés que d'autres. Mais je me souviens quand même de l'Alliance française de Sao Paulo, qui est plus riche que je devrais être. En parenthèse, parce qu'ils ont un immeuble immense, très grand. Je me souviens de l'Alliance française de Lima, au Pérou. Je travaillais avec eux. Partout où je vais, moi je travaille avec l'Institut français, plus l'Alliance, parce que pour moi ils se mettent à deux. Alors ce qui est terrible, là on revient encore à la politique, c'est que les hommes politiques français, ceux qui prennent les décisions, les chefs d'État, etc., ils ne se rendent pas compte de l'importance de ce genre d'institutions qui bossent pour la beauté du geste, pour faire vivre la langue française dans le monde. Donner des cours à des jeunes arabes de Dubaï, des jeunes du Pérou, ou de Chine, de partout dans le monde. Mais ils mettent pas, ils ne sont pas conscients de ça, et ils n'ont pas compris que pour signer des contrats pour vendre des rafales, il faut d'abord être présent culturellement dans un pays. Et sans la présence culturelle, sans la présence artistique, sans la présence de la beauté dans un pays, c'est pas la peine de venir faire le commerçant. Ça passe pas du tout. D'abord, il faut être présent. Bon, la France, bien sûr, est présente par les luxe. Le luxe, ça touche une minorité. Mais elle peut être présente par autre chose que le luxe. Par sa culture, par sa littérature, par son cinéma, même si vous voulez. Il faut être là. Mais elle fait de l'économie là-dessus. Et ça, c'est mauvais, c'est très mauvais. On leur a dit, mais arrêtez d'économiser sur la culture. Prenez un peu chez les militaires, mettez un petit peu là-dedans, ça serait pas mal. Alors, un jour, moi, j'ai dit, mes impôts, je vais les donner directement au ministère de la Culture. Et là, vous n'avez pas le droit. Ben oui, on devrait faire comme ça, finalement, que chacun donne. Il y en a qui adorent l'armée, qui envoient leur chèque à l'armée, direct. Ceux qui aiment la culture donnent à la culture, ceux qui aiment la pêche donnent à ceux qui. Voilà. Ce serait pas mal, ce serait plus démocratique et plus juste. Mais non, ça ne passe pas comme ça. Heureusement. Alors, on va parler de votre actualité. Vous êtes à Dubaï pour deux raisons. Déjà, une première raison, merci Guillaume, pour une exposition. Alors, c'est une facette de votre personnalité que beaucoup ne connaissent pas encore. Alors, la phrase que j'ai entendue hier, qui a été répétée 153 fois, mais c'est normal. Ah, mais je vous connaissais écrivain maintenant, vous êtes prêtre. C'est vrai que c'est une. Je n'ai pas fait de tapage. Mais... Alors, en fait, ça a été votre premier mode d'expression. Oui, quand j'étais petit, j'ai gribouillé, dessiné, parce que je ne savais pas lire ni écrire, alors j'ai dessiné. Mais jamais je n'avais eu vocation de devenir un jour un artiste peintre qui expose chez la Galerie Nationale. Par contre, j'ai vu la Galerie Nationale, j'ai dit, voilà, ça sonne. C'est pas la galerie de M. Guillaume Curie, non, la Galerie Nationale, c'est énorme. Alors tout le monde me dit, ah mais tu exposes
c'est chez le gouvernement de Dubaï. J'ai dit non, non, c'est une galerie privée, mais ça s'appelle nationale, comme ça. C'est extraordinaire, parce que c'est tombé sur un vrai professionnel. J'ai beaucoup de chance avec la peinture, parce que aussi bien à Paris qu'ici, au Maroc, je suis entre les mains de gens qui font très bien leur métier, qui adorent ce métier et qui le font très bien. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours de peintre? Comment vous avez commencé à exposer? Pourquoi? C'est parti comment? C'est un peu long, on va pas répéter toutes les histoires. Je pense qu'il faut nous raconter. En fait, c'est presque un gag. Comme j'ai dessiné tout le temps, alors quand je téléphone, il y a toujours une main qui est combinée et l'autre main qui dessine comme ça. Parce que j'ai un ou deux amis qui, lorsqu'ils me téléphonent, j'en ai pour une heure. Ils prennent un grand fer sur ma table. J'avais tous mes crayons de couleur, toujours à côté du téléphone. Je ne pouvais pas les arrêter, je les aime bien. Bon, j'ai fait ça pendant des années. Et puis un jour, un ami italien, un sicilien, avec qui je travaillais parce que je faisais des textes pour ces expositions. Il aimait bien ma façon de percevoir la peinture italienne contemporaine. Alors, un jour, il est venu me voir et il a vu tous ces dessins par terre, sur le bureau, il les a ramassés. Et puis il me dit, je vais les voir, après je t'en parle. Et puis un mois après, il m'appelle, il me dit, écoute, voilà, j'étais prêt à un billet d'avion, viens, tu vas voir. Et je vais à Rome et il m'emmène, il dirige un musée. Il m'emmène dans ce musée, dans le musée, il a un grand atelier. Et dans cet atelier, je vois poser mes petits dessins, mais agrandis à 100%, quoi. C'est devenu énorme. Des toiles de 2 mètres sur 2 mètres. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Maintenant, tu vas colorier. Comme un enfant, quoi. Alors, sauf que quand je commençais à colorier, je ne faisais pas exactement ce qu'il y avait. J'ajoutais, je retranchais, je passais une autre couleur, etc. Et c'est ainsi petit à petit que je me suis mis à faire des fausses toiles, parce que ce n'est pas des vraies toiles, parce que c'est un peu... Et ça a été ma préparation à la peinture. Un jour, il m'a posé une grande toile blanche. Il dit, maintenant tu commences. J'ai de côté les coloriages. Et j'ai fait ma première toile, de 2 mètres sur 2, je me souviens très bien. Et je l'ai gardée. Et après, j'ai continué comme ça. Des amis ont vu ça, ils disent, mais c'est sympa, ça serait bien d'exposer, etc. Ma première exposition a eu lieu, grande exposition a eu lieu à Paris, chez Pierre Passeron, dans le passage Berthaud-Douda, qui est un grand galériste. Et ça a marché, il y a eu beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'achats, beaucoup de gens. Et la presse en a parlé, voilà, ça y est, c'est bien sérieux. Et ça a continué. Après, il y a eu l'exposition à l'Institut du monde arabe, qui est quand même une institution qui est très fréquentée. Et j'étais très heureux lorsque Jacques Lang m'a envoyé un message avec le chiffre exact des visiteurs, parce que ça a duré 3 mois. On a eu 9 982 visiteurs payants. Pas mal. Voilà. Alors ça, c'est une légitimité. Alors je peux aller chez Guillaume en ce moment. Et Guillaume est arrivé à Paris, il a vu l'expo au moment où on était en train de la décrocher d'ailleurs. Et ça s'est très bien passé. Et maintenant elle est là. Mais hier c'était un bon moment parce que il y a eu des gens qui étaient très heureux. Il y en a qui étaient émus. Il y a eu une dame qui a eu une petite larme. Moi je peins pour donner un peu de joie, un peu de la lumière, un peu d'optimisme, mais il ne faut pas pleurer là. Alors justement, quand on lit votre œuvre, vos textes sont quand même assez sombres, et votre peinture, elle est colorée. Parce que la vie, elle est comme ça. La vie, il y a des jours insupportables, des jours sombres, et puis la lumière arrive, le soleil, le printemps, un enfant qui naît, une bonne nouvelle qui arrive. Ben voilà, la vie, elle n'est pas faite que de drame, elle est faite aussi de bonheur et de lumière et de joie, et je voulais qu'il y ait ces deux aspects.
écrire la joie et le bonheur en littérature, c'est un peu, ça marche pas. C'est-à-dire que le bonheur n'a pas besoin de littérature. Vous racontez, bon, un homme, une femme se rencontrent, ils sont follement amoureux, ils sont heureux, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de conflit, rien. Ça fait 3 lignes, et le roman s'arrête là. En revanche, ils se sont rencontrés et puis se sont rendus compte qu'ils n'ont pas fait pour être ensemble. Ouh là là, alors vous avez 600 pages, tranquillement. Mais c'est ça, parce que le bonheur, évidemment, il faut le vivre. Et bon, moi, j'ai fait vivre le bonheur dans la peinture et les difficultés. Alors, j'ai écrit le bonheur conjugal, qui est évidemment un livre de science-fiction. Mais en même temps, ça a été un livre qui a été adopté par beaucoup de gens qui étaient en plein divorce. Et je reçois d'ailleurs des grâce à votre livre, j'ai réussi mon divorce. Je n'ai pas fait pour ça, moi j'ai fait pour vous réconcilier, mais rien du tout. Parce que dans le bonheur conjugal, il y a 2 versions. Il y a la version de l'homme et puis la version de la femme. Et moi, comme je suis malin, j'étais avec la femme, pas avec l'homme. Ah oui, parce que dans la société marocaine, franchement, bon, il y a des femmes terribles, bien sûr, mais en général, les mecs, ne sont pas très sympas. Hein. Dès qu'ils ont la loi avec eux et le droit, ils en profitent énormément. Et... votre deuxième actualité, et là c'est une actualité plus internationale, c'est la sortie de votre nouveau livre, La Punition. Et alors, ce livre, il faut lire, vraiment, il faut le lire, c'est fabuleux. Ah, c'est du sérieux, je ne peux plus faire de blague, parce que c'est 19 mois de privation de liberté quand on a 20 ans. Et comme disait Paul Nizan, laisserait à personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Moi, je l'ai vécu comme ça, c'était pas le plus bel âge, j'étais le plus merdique. Parce que franchement, avoir 20 ans et privé de liberté, se faire larguer par sa fiancée, se retrouver face à des imbéciles qui vous insultent et qui vous arrachent les cheveux, bref, qui vous donnent à manger de la nourriture avariée, qui vous torturent, enfin bref, des choses horribles, pendant 19 mois, une punition uniquement parce que j'avais participé à une manifestation contre le régime marocain à l'époque, en 65.